Alors, oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle pour une 31e web radio. Alors, on se félicite. Merci de nous féliciter aussi. Je le savais que vous étiez fiers de nous. Je suis en compagnie de Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite. Aujourd'hui, avocat émérite en droit de la copropriété. Aujourd'hui, on parle des travaux en copropriété. Alors, les travaux en copropriété, c'est un poste vital. C'est un des nerfs de la guerre en copropriété, les travaux. Parce qu'on sait que l'article 1039 du Code civil du Québec oblige les administrateurs à l'entretien et à la conservation de l'immeuble. C'est une obligation légale et c'est une lourde responsabilité. Alors, les travaux en copropriété, il y en a de toutes sortes. Ça peut être des travaux urgents, ça peut être des travaux d'amélioration à une partie commune, ça peut être des travaux dans les parties privatives. Bref, tout syndicat de copropriétaires a des obligations à assumer en matière d'entretien des parties communes. L'article 1039 du Code civil du Québec prévoit que la collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui se trouve sur condolégal.com. On va vous montrer ça tout de suite. Je vais vous amener directement sur condolégal.com grâce au partage d'écran. Et vous allez voir ce que je veux dire. Alors, vous allez sur la page d'accueil de condolégal.com et vous cliquez dans l'onglet « Travaux », « Fiches pratiques ». Et là, vous tombez sur les travaux en copropriété dans leur intégralité, que ce soit notamment les travaux du syndicat. Vous tapez ici, vous cliquez ici, et là, vous avez des sous-fiches. Vous avez l'introduction, les travaux du syndicat dans les parties communes, et vous avez les sous-fiches, initiative des travaux, décision quant aux travaux, financement des travaux, exécution des travaux et le reste. Puis, vous pouvez aller vous promener ailleurs, les travaux du syndicat dans les parties privatives, un autre volet propre aux travaux, les travaux du copropriétaire. Bon, alors, vous voyez, c'est assez complet et c'est assez complexe en même temps. Alors, je vous rappelle que cette émission est une présentation de Gestion Condo VIP qui a été cofondée par Rebecca Falla, dont vous pouvez suivre les chroniques sur condolégal.com. Je vous le montre encore comment faire pour y aller. Sur la page d'accueil, vous tapez, vous cliquez « Voir tous nos chroniqueurs » et vous descendez au bas de la première page, Rebecca Falla. Donc, Gestion Condo VIP. Après avoir travaillé comme courtier immobilier pendant quelques années, Rebecca Falla a fait le saut dans le domaine de la gestion de copropriété. Elle a cofondé l'entreprise Gestion Condo VIP avec 2 autres associés et se consacre entièrement à cette activité. Donc, passionnée du bâtiment, de la saine gestion immobilière et du travail avec le public, elle ne fait aucun compromis et aime les choses bien faites. Ça nous connaît aussi. Nous aussi, on aime les choses bien faites. Le souci du détail et un sens des responsabilités sans faille ont fait sa marque de commerce. Pour elle, la rigueur n'est pas une option, mais bien une obligation. Alors, Gestion Condo VIP, vous pouvez soumissionner gratuitement. Et pour joindre cette entreprise de gestion de copropriété, vous composez le numéro de téléphone en haut à droite. Alors, cela dit, on revient aux travaux en copropriété. Alors, je rappelle que les auditeurs peuvent poser des questions à notre invité, Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent en tête, évidemment, préférablement des questions qui sont en lien avec le sujet traité aujourd'hui. Et donc, je vous présente Maître Yves Jolicoeur. Il était avec nous la semaine dernière, c'est un habitué. C'est le fondateur de condolégal.com. C'est un avocat émérite dans tous les sens du terme. Il a publié une 12aine d'ouvrages, dont justement un ouvrage qui traite des travaux en condo, tout ce qu'il faut savoir. Je vais vous montrer également comment aller chercher ça. Alors, vous allez aller, je fais le partage d'écran dans quelques instants. Vous allez donc sur Google, évidemment, et vous tapez Wilson, librairie Wilson Lafleur, et dans le catalogue ici, vous tapez l'auteur Yves Jolicoeur, et ça vous amène à sa bibliographie. Et là, vous allez voir Travaux en condo,
tout ce qu'il faut savoir, publié en 2013. Alors, c'est un ouvrage vraiment, c'est un ouvrage compact, un ouvrage de poche, d'une certaine manière, qui renferme qui renferme l'ensemble des notions à connaître pour les travaux en copropriété. Vous allez voir, c'est pas facile, c'est pas simple, mais ça s'explique et ça se comprend. Alors donc, M. Licard, il est un des grands artisans de l'adoption des projets de loi 141 sur l'assurance en copropriété et l'adoption du projet de loi 16 qui a passablement modifié et revisité le Code civil du Québec en matière de copropriété divise. Il a été, si on veut, un conseiller hors pair auprès des autorités gouvernementales lors de l'élaboration des projets de loi de 141 et 16. Bonsoir, M. Jolicoeur. Bonsoir, M. Sallier. Alors, la question des travaux en copropriété, ce n'est pas simple. Il y a plusieurs choses à savoir, mais dans un premier temps, là, pour que nos auditeurs comprennent bien, lorsque des travaux doivent être faits dans les plus brefs délais, lorsqu'on parle de travaux qui ne peuvent pas attendre parce qu'ils pourraient hypothéquer l'intégrité d'un immeuble, j'aimerais vous entendre sur le fait que les administrateurs n'ont pas à demander la permission à l'Assemblée des copropriétaires pour faire réaliser ces travaux. C'est l'article 1039 dont on parlait tout à l'heure du Code civil du Québec qui est très clair à ce sujet. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes. Pourquoi, M. Jolicoeur, lorsque des travaux urgents doivent être faits dans une copropriété, ça ne peut pas attendre? Et pourquoi le CA n'a pas à s'adresser aux copropriétaires pour faire exécuter ces travaux? Vous l'avez très bien exposé, M. Sallier. Un syndicat de copropriétaires est là pour assurer la pérennité du bâtiment, assurer que le bâtiment puisse traverser le temps et rester dans un état de qualité, en fait, pour pouvoir abriter des occupants, leur donner la zone de confort et de sécurité. C'est essentiellement ça, une copropriété dans le monde résidentiel. Le Code civil est très clair depuis 1994. On a octroyé au conseil d'administration tous les pouvoirs résiduaires, c'est-à-dire que tous les pouvoirs qui ne relèvent pas de l'Assemblée générale des copropriétaires appartiennent au conseil d'administration. Alors, qui est le mieux placé pour apprécier la pertinence des travaux? C'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration, par l'entremise de ses administrateurs, qui peuvent, dans le fond, avoir une réflexion beaucoup plus pointue qu'une assemblée copropriétaire qui se réunit parfois un an, à tous les ans, qui, dans le fond, est composée d'individus qui ne sont pas forcément au fait de l'importance de l'exécution de tel ou tel travaux. Donc, vraiment, dans un contexte où on est là pour être efficace, assurer la pérennité, mais le législateur, finalement, a donné aux administrateurs ce pouvoir de décision. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ont le pouvoir de décision qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut faire attention, on ne veut pas des Napoléon Bonaparte sur les conseils d'administration qui disent, ben, écoutez, j'ai écouté l'entrevue avec M. Jolicoeur, j'ai cru comprendre que je peux tout faire. Pas du tout. Absolument pas. Parce que la loi, le Code civil, prévoit qu'une fois par année, on doit tenir une assemblée générale de copropriétaires et le conseil d'administration doit envoyer une note sur les modalités essentielles des travaux projetés. C'est-à-dire qu'avec l'avis de convocation, on va devoir joindre un document qui va exposer ce qu'on planifie comme travaux durant l'année et également les coûts. Pourquoi les coûts? Parce que forcément, on va devoir le présenter dans le cadre du budget qu'on soumettra pour fin de consultation. Donc, le conseil d'administration se doit à la plus haute transparence pour que les copropriétaires comprennent à quoi sert leur argent. Puis en contrepartie, par contre, ultimement, la prise de décision, est-ce que c'est tel ou tel entrepreneur, dans quelles conditions, mais tout ça relève du conseil d'administration. M. Jolicoeur, est-ce qu'en cours de route, disons qu'un syndicat de copropriétaires décide, après avoir présenté le budget en cours d'année, d'ajouter des travaux parce qu'il décide que finalement, c'est peut-être une bonne chose de les faire à titre préventif et en termes de prudence et de diligence. Est-ce qu'il pourrait s'adresser aux copropriétaires et dire, écoutez, on va faire ces travaux-là en plus, même s'ils ne sont pas dans le budget, parce que nous considérons que finalement, ils doivent être faits, c'est important. Est-ce que c'est possible de faire ça? C'est plus que possible. C'est assez fréquent. Alors, si, un exemple, vous avez un bombement dans un mur de maçonnerie,
et que l'architecte vient de vous dire, M. Sellier, on a regardé ça de près, il y a une cause dangereuse en vertu du chapitre de bâtiment du Code de sécurité. Il faut établir un périmètre de sécurité autour du bâtiment. En plus, on va devoir envoyer un avis à la régie du bâtiment pour les informer d'une condition dangereuse. Mais là, le conseil d'administration, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, il y a juste une chose à faire. C'est de payer les travaux de réhabilitation, les travaux urgents pour pouvoir mettre en état l'immeuble. Alors, évidemment, il y a toujours une question d'argent. Parce que si le conseil d'administration a un bon bas de laine qui a été mis de côté dans le fonds de prévoyance, ben, on s'entend que le conseil d'administration va avoir les liquidités requises pour initier les travaux. Parce que ce genre de travaux-là qui ne sont pas planifiés, ben, par la force des choses, il n'est pas dans le budget d'opération de l'année. Alors, donc, on tombe dans un imprévu. Et cet imprévu-là, ben, il faut le payer. Alors, des fois, on va le payer parce que les conditions s'y prêtent à partir du fonds de prévoyance. Et parfois, on n'aura pas l'argent. Donc, le conseil d'administration va devoir convoquer une assemblée prioritaire pour obtenir leur appui en termes financiers. C'est-à-dire qu'on va devoir les consulter sur une cotisation spéciale pour effectivement nous permettre de payer à l'entrepreneur. D'ailleurs, le Code civil a été modifié par le projet de loi 16 qui est venu spécifiquement préciser que tout appel de charge particulier comme ça, de ce type-là, nécessite une consultation préalable de l'Assemblée. Et si, ici, par exemple, prenons l'exemple d'une infiltration d'eau sur une terrasse, par exemple. En cours d'année budgétaire, la terrasse, on n'avait pas prévu de refaire la terrasse, il faut la faire de toute urgence. Est-ce qu'un syndicat pourrait dire, ben là, cette terrasse-là coule, les autres pourraient couler, il faudrait peut-être les faire aussi avant que ça commence à couler. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Oui, absolument. Le conseil d'administration se doit sur le plus haut niveau de transparence. Alors, techniquement, la réponse est oui. Est-ce que c'est une façon de faire souhaitable? Ça, c'est dans le fond la question, M. Sellier, qu'il faut se poser. Est-ce que le conseil d'administration peut se réveiller un beau samedi matin du mois de mai, il fait un beau soleil, hey, on va faire des terrasses. Puis la semaine suivante, ben, on va faire des garde-fous, puis l'autre semaine d'après, on va faire, je ne sais pas, l'aménagement paysager. La réponse est non. Non. Un conseil d'administration bien articulé va avoir ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux. Il va planifier en amont les travaux pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas lancer un chantier, surtout dans la période qu'on connaît présentement avec le COVID et avec les difficultés de trouver des entrepreneurs. On ne peut pas lancer un chantier sans réfléchir en amont quant à la portée, la durée et les coûts. Donc, il va falloir travailler ça plus en amont. Souvent, dans le cadre d'une étude de fonds de prévoyance, on va dire, ben, on sait très bien, il y a tel composant du bâtiment qui devra être remplacé en 2023. Ben, on va l'avoir planifié. On sait, au terme de l'étude de fonds de prévoyance, ces travaux-là doivent être faits. Ben, possiblement, en 2021, on va commencer à faire le planning des travaux. Ouais. J'ai une question, M. Jolicoeur, de la part d'un auditeur. C'est une question très pertinente. Elles sont toutes pertinentes, vos questions, en passant. Nos amis internautes nous posent des questions très intéressantes. Nous proposons de faire installer un système de prévention de fuite d'eau dans chacune de nos unités privatives. Comment s'assurer de l'adhésion des copropriétaires à cet investissement qui peut être assez onéreux? M. Jolicoeur. Ouais. Je vous dirais qu'à partir du moment où vous leur dites, si on ne gère pas notre risque en amont, parce qu'on parle de gestion de risque ici, hein, ces systèmes-là, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on les présente d'un peu plus près, c'est un système qui détecte les écarts de pression et qui va fermer automatiquement l'alimentation d'eau de l'appartement. Bon. Alors, le gros avantage avec ces systèmes-là, c'est qu'on limite passablement les conséquences d'un bruit, soit d'un chauffe-eau, ça peut être un tuyau d'alimentation d'eau dans l'appartement. Et par la force des choses, en gérant notre risque en amont, on va gérer le coût de la prime d'assurance. Parce que l'assureur, il ne faut pas se le cacher, ce risque-là des dégâts d'eau, c'est ce qui est le plus élevé pour lui. C'est ce qui lui coûte le plus cher. Alors, si vous êtes capable de démontrer que vous avez une stratégie en gestion de risque, ben, vous allez risquer
de garder votre assureur, Ouais. d'avoir des primes et des franchises d'assurance plus raisonnables. Oui, parce qu'on sait qu'actuellement, façon de parler, là, je le dis à la blague, à mi-figue, mi-raisin, là, avoir un assureur pour un syndicat, c'est presque devenu un luxe, si on peut s'exprimer ainsi. Je dirais peut-être une opportunité. Une opportunité. Une opportunité qu'un luxe, non, parce que assurer l'immeuble, c'est pas du luxe. Non, c'est pas un luxe, pas dans ce sens-là que je le dis. C'est presque devenu un privilège. C'est ça que je voulais dire en fait. Privilège, oui. Il faut quand même se rappeler que l'obligation d'assurance sur le bâtiment, je parle de l'assurance du bâtiment, elle est à sens unique. Les syndicats sont tenus de s'assurer, mais les assureurs ne sont pas tenus de vous assurer. Et on est dans des conditions de marché présentement, pas juste, c'est ça en passant, pas juste à l'égard de la copropriété, dans d'autres secteurs de l'assurance, dans un marché extrêmement tendu, avec des marchés qui ont des capacités limites de prendre des risques. Quand on parle des assureurs en termes mondiaux, donc il y a un resserrement du marché. Le resserrement du marché fait en sorte que les assureurs ont une capacité X de prendre des risques. Puis lorsque vient le temps du renouvellement, ils nettoient le bon grain du mauvais grain. Le livret, oui, c'est ça. Le livret, exactement. Merci, M. Sellier. Vous voyez que M. Sellier est un homme de lettres. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est gentil. Ça dire autant de vous, M. Ricard. Mais non, mais on sait que vous êtes un grand talent. Alors, donc, évidemment, l'assureur, lorsqu'il vient au renouvellement, puis il y a plus de demandes qu'il est capable d'en offrir, il va regarder avec froideur les dossiers. Hein. Très grande froideur. On me dit qu'un des plus gros assureurs, c'est les deux sinistres, ils ne vous reprennent pas lors d'un renouvellement. Puis pourquoi on a des sinistres? La réponse est simple. C'est que bien souvent, on n'a pas de planification en amont des travaux. On n'a pas ce qu'on appelle un carnet d'entretien du bâtiment. Le carnet d'entretien du bâtiment, il faut l'élargir. Le carnet d'entretien du bâtiment, c'est autant pour les parties communes que les parties privatives. On n'a pas de planification. On laisse les copropriétaires parfois faire n'importe quoi dans leur appartement. Aucun contrôle sur les interventions sur les travaux. On néglige parfois de voir à l'entretien des parties communes, toitures, etc. Tout ça fait en sorte que ça augmente passablement le risque pour un assureur. Une autre question pertinente, M. Ricard, là. Et ça, on en parle depuis longtemps et c'est un débat qui dure depuis des années au Québec, mais on n'a toujours pas tranché. Est-ce que lorsque des travaux majeurs doivent être faits dans une copropriété, il est recommandé et même fortement suggéré de faire surveiller les travaux par un professionnel du bâtiment? La réponse est oui. Et d'ailleurs, je voulais quand même le signer, Mme Falla, Rebecca Falla. Elle a un père que j'ai connu depuis plusieurs années, un des grands architectes au Québec. Dans tout ce qu'on traite d'enveloppe de bâtiment, je vais quand même signaler la qualité de M. Falla, non pas diminuer la qualité de Rebecca, qui est également une fille très courageuse qui fait de la gestion de copropriété. Oui, c'est important. Et savez-vous pourquoi, M. Sellier, pourquoi c'est important? C'est très simple. C'est que vous êtes un administrateur bénévole, vous assumez les responsabilités et vous ne pouvez pas les assumer toutes sur vos épaules. Vous savez, à partir du moment où vous êtes, dans le fond, celui qui décide de tout comme administrateur, bien, vous assumez une lourde responsabilité. Parce que si les travaux que vous planifiez donnent un bon résultat, personne ne va vous applaudir. Mais si ça tourne mal, ils vont vous dire, monsieur notre administrateur, là, ça coule. On vient de payer 75 000 pour une toiture qui n'est pas bonne, puis qui coule en plus. Puis là, l'assureur nous dit qu'il nous assurera peut-être plus pour le dégât d'eau. Mais qu'avez-vous fait? Ouais. Là, qu'avez-vous fait? J'ai appelé un entrepreneur, puis il est venu mettre du goudron sur sa toiture. Ah bon? Pensez-vous que c'est d'agir en personne raisonnable, personne prudente et raisonnable d'agir de même? La réponse est non. Donc, à partir du moment où vous êtes accompagné par un architecte, ça coupe les risques d'engager votre responsabilité civile, mais surtout, l'élément le plus bénéfique, c'est qu'il y a un contrôle de qualité qui se fait ces travaux. Pas juste que vous ne serez pas poursuivi, c'est qu'à un moment donné, durant l'exécution, l'architecte et les yeux du conseil d'administration, c'est lui qui va dire au conseil d'administration, vous ne payez pas ça, c'est mal fait, il va devoir le reprendre. Il y a quelqu'un qui est en zone critique. Évidemment, tout se paie dans la vie. Ouais. Il y a un coût pour l'architecte.
Parce que souvent, les gens, ah, ça coûte trop cher, ça n'a pas de bon sens. C'est jamais assez cher, quant à moi. C'est jamais assez cher. justement, pour donner suite à ce que vous venez de dire, les administrateurs se trouvent à gérer le bien collectif. On ne gère pas que ça. Et même pour sa propre maison, il serait recommandé, à mon sens, pour des travaux majeurs, d'avoir un professionnel du bâtiment qui prend le projet clé en main, c'est-à-dire l'architecte fait le diagnostic, lance les appels d'offres et fait soumissionner des entrepreneurs de confiance en qui il a confiance. Et l'architecte a donc une assurance responsabilité, là. Donc, comme vous dites, et là, on gère le bien collectif, comme vous dites. Oui. Ça peut être des travaux de 100, 200, 300 000 $. C'est énorme. Absolument. C'est des travaux qui peuvent être d'une grande amplitude. Puis c'est des travaux, il ne faut pas se le cacher, complexes. Vous êtes dans du bâtiment collectif. Écoutez, il y en a qui gèrent des actifs là, de 70 millions. Des bâtiments sur le bord du fleuve qui sont balayés par des vents. On s'entend-tu que dans des bâtiments comme ça, là, ça prend du costaud. Ça prend du costaud. Mal faire la toiture, ça se peut que votre toiture, le lendemain, elle se ramasse en bas du 25e étage. Là. On ne peut pas s'improviser. Et c'est d'autant plus vrai dans des bâtiments d'une haute complexité technique parce qu'il faut comprendre qu'on a des architectes qui nous font des designs de bâtiments exceptionnels, d'une grande beauté, mais ingérables en termes de maintien d'actifs. C'est d'une complexité, les murs rideaux. Si vous n'avez pas quelqu'un qui s'y connaît, qui vous guide, ben vous risquez de réparer une problématique qui va, dans le fond, être encore pire suite aux travaux. Ouais. Il ne faudrait pas penser, M. Jolicoeur, il ne faudrait pas penser pour autant que les petits bâtiments peuvent se passer d'un professionnel. Disons, une copropriété de 8, 10 portes, c'est le même principe. Si les travaux sont importants, il faut faire appel à un professionnel. Je suis bien d'accord avec vous, M. Cellier, sauf que souvent, dans les petites copropriétés de cette taille-là, on a des, ce que j'appellerais, jargon. D'ailleurs, M. Cellier, vous avez suivi ce que j'ai écrit sur les copropriétés en difficulté avec Maître Olivier Brand de Paris et Jean-Pierre Lenoir de Bruxelles. Oui. Dans les diagnostics sur ces copropriétés en difficulté, c'est justement des petites. C'est là où on a le plus de problèmes. Pourquoi le plus de problèmes? C'est que dans un premier temps, on a des copropriétés qui n'ont pas réellement les moyens de se payer un gestionnaire professionnel, quelqu'un qui va les accompagner. Donc, les gens sont laissés un peu à eux-mêmes. C'est souvent des copropriétés qui sont dysfonctionnelles. On n'a pas de réunion, on n'a pas d'assemblée générale, on n'a pas de conseil d'administration. Des fois, on en fait une parce que on a des problématiques. Puis lorsqu'on rentre dans la zone de travaux, bien, c'est encore pire. Alors, c'est un peu comme No Man's Land. Ouais. On a beaucoup de petites copropriétés dysfonctionnelles. Puis justement, le rôle d'un professionnel, c'est de les accompagner, de leur éviter de faire des erreurs en termes de réhabilitation de bâtiments et souvent également des bâtiments qui ont manqué d'amour lors de la construction. Hein. C'est des bâtiments qui ont été parfois mal construits. Ouais. On a une réalité aussi, M. Cellier, si vous me permettez d'en parler ce soir, c'est de faire un bilan de notre copropriété québécoise. Elle a quel âge, notre copropriété québécoise? La moyenne d'âge, c'est de 29 ans. 29 ans. On tombe dans un cycle où les grands travaux vont s'enligner. Il n'y a plus de garantie légale. Il y a eu bien souvent un déficit d'entretien. Alors, la 29e année ou la 30e année, on tombe dans des travaux qui, parfois, interpellent le portefeuille des propriétaires pour des sommes de 5 000, 1000, voire 15 000, 25 000 $ par copropriétaire parce qu'on a étiré l'élastique pendant des années. Là, il faut faire des travaux. Est-ce qu'on va faire des travaux sans avoir un guide, sans avoir un professionnel? La réponse est non. Il ne faut pas. Oui, effectivement. Une autre question, puis ensuite, moi, je vais vous en poser une de mon cru. Là, il y a toute l'histoire de l'utilisation du fonds de prévoyance. Hein. Il faut savoir que le fonds de prévoyance doit servir à remplacer les parties communes qui sont arrivées à échéance ou pour procéder aux travaux majeurs. La question qui est posée est la suivante. Est-ce qu'une personne qui voudrait faire installer
des systèmes pour prévenir des détecteurs de dégâts d'eau dans une unité. Est-ce qu'on peut utiliser le fonds de prévoyance pour ça? La réponse, je présume, Medjolkar, c'est non. Oui, c'est non parce que le code est assez clair sur l'objet même de la construction d'un fonds de prévoyance. C'est des travaux qui visent les réparations majeures. C'est pas une réparation majeure, ou le remplacement des parties communes. Donc, on ne se qualifie pas dans une dépense qui est admissible. Puis, l'autre chose aussi, ça, je pense que c'est important que notre auditoire ce soir, M. Sellier, le comprenne, c'est qu'un fonds de prévoyance, ce n'est pas un fonds fourre-tout. Ce n'est pas un fonds qui sert quand je suis mal pris, quand, je ne sais pas, il manque de sel pour mettre sur la glace. C'est un fonds dédié. Alors, c'est quoi un fonds dédié? C'est un fonds qui, juridiquement et en termes de comptabilité, n'est que destiné que sur une certaine catégorie de travaux, pas sur l'ensemble des travaux. Alors, des fois, on a des dépenses qui, même si elles sont importantes, par exemple, changer des tapis, c'est peut-être plus d'entretien que du remplacement de parties communes. Donc, il peut y avoir des débats sur ces questions-là, mais c'est essentiellement dédié pour du maintien d'actifs, une toiture, des fenêtres, etc. Et la personne demande en question complémentaire si on ne peut pas l'utiliser, si on ne peut pas piger dans le fonds de prévoyance pour faire installer ces détecteurs et que ce n'est pas prévu au budget, est-ce qu'on doit demander une cotisation spéciale? J'imagine que la réponse est si. Quelle est la réponse, M. Delcard? La réponse appropriée? C'est sûr, M. Sellier. Je pense que vous aviez la réponse qui voulait vous sortir au bout de la bouche. La réponse est oui, c'est sûr qu'on va devoir faire un appel de charges particulier. Maintenant, ce qui est intéressant, par contre, ça, c'est nouveau sur le marché. On a maintenant des prêteurs. Vous savez, il y a des gens qui prêtent à des syndicats de copropriété. Il y a des prêteurs conventionnels. Il y a des prêteurs moins conventionnels qui offrent des prêts. Alors, des fois, on peut, parce que certains copropriétaires ont un peu discuté financièrement, les aider sur un financement, un bridge, je peux employer l'expression, le temps justement de leur permettre de trouver les moyens de payer. Ouais. Une autre question, les gens lisent dans nos pensées. On parle des copropriétés en maison de ville. Question sur les copropriétés de maison de ville. Je vous rappelle, messieurs, dames, les auditeurs et auditrices, que dans le prochain magazine Condo Liaison, nous avons produit un texte, Medjolkar et moi-même, c'est Medjolkar en fait, qui en était l'âme dirigeante, si on veut, là. C'est un texte qui traite des copropriétés horizontales qui sont souvent constituées de maisons de ville jumelées ou en rangées, qui sont mal assurées. Alors, la question est vraiment à propos. Pour une copropriété en maison de ville, maison en rangée, est-ce que le syndicat doit se mêler des rénovations des copropriétaires? Celles-ci sont les parties privatives, n'est-ce pas? Alors, la réponse, M. Delcard. Bon, si vous me permettez de faire un peu une mise en situation avant de répondre à la question. Il y a deux types de copropriétés. On en parle d'ailleurs sur le site Condo Légal. Il y a les copropriétés verticales, où ce sont les tours où on a des lots superposés, et les copropriétés horizontales, où finalement les lots sont l'un à côté de l'autre. Bon. Dans les copropriétés horizontales, généralement, et on a une fiche pratique sur le sujet, généralement, ce qui sont des maisons de ville ou des jumelés, le bâtiment, dans son entièreté, va être une partie privative. Alors, bon, voilà la fiche pratique sur la copropriété horizontale. Donc, regardez, on a quand même près de 37 362 personnes qui ont consulté cette fiche, quand même. Des fiches est énorme. Et écoutez, le Condo Légal, je le dis bien souvent, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui me succédera à cette œuvre. C'est quand même quelque chose d'important parce qu'on est là 24 heures sur 24 pour aider les gens. Alors, si je reviens finalement à la structure, les toitures vont être généralement des parties privatives pour lesquelles on n'aura pas de fonds de prévoyance, pour lesquelles, techniquement parlant, il appartient aux copropriétaires de faire ces travaux. Bon, maintenant, ça, c'est le principe, c'est le concept. Mais il y a une problématique au concept. Quelle est-elle? C'est que l'article 1073 du Code civil oblige le syndicat à assurer tant les parties communes que les parties privatives. Donc, je dois assurer un actif qui peut malheureusement être négligé par un copropriétaire. Ouais.
Donc, les déclarations de copropriété prévoient généralement la possibilité pour le syndicat d'intervenir dans les parties privatives s'il y a négligence du copropriétaire d'assurer le maintien d'actifs, parce qu'effectivement, ça va avoir un impact pour l'ensemble des copropriétaires au point de vue de la prime d'assurance. Oui, effectivement. Encore d'autres questions pour vous, M. Licard. Y a-t-il un risque pour les administrateurs du CA d'une copropriété de choisir un système de détection de fuite d'eau 50 moins cher que la compétition, tout simplement par souci d'économie financière pour le copropriétaire, mais possiblement, ici j'affiche la suite, moins performant? En fait, je laisse M. Licard répondre, mais je dirais pour ma part que je crois, et corrigez-moi si je me trompe, M. Licard, je crois que lorsque vous êtes administrateur d'une copropriété, vous ne devez pas lésiner sur la qualité. Vous devez mettre les meilleurs matériaux, les meilleurs composants, parce que c'est important. C'est une responsabilité d'être administrateur. Et je pense que d'investir dans ce qu'il y a de mieux, c'est l'idéal. M. Licard, êtes-vous d'accord avec le principe? Écoutez, c'est une question de philosophie. Pour moi, écoutez, on peut être en désaccord avec ma position. Moi, je pense que le bâti, nos constructions, nos condos, c'est un bien qui appartient socialement parlant à la société. Hein? C'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui vont être là après qu'on ne soit plus sur Terre. Ils devraient normalement appartenir au patrimoine de ceux qui vont nous succéder. À part ce concept-là, il faut juste comprendre une chose, il faut bien l'entretenir, mais le faire avec des matériaux de qualité. On avait, avant la crise du COVID, je pense, un attachement pour le développement durable. C'était réellement le sujet, développement durable. On récupère, on s'inscrit dans une dynamique pour essayer de laisser place aux générations futures. Bien, si nos bâtiments, on les entretient mal, si nos bâtiments sont vus comme un bien de consommation qu'on peut jeter à la poubelle, bien, on va être négligent. On va mettre des matériaux de qualité moyenne et un jour, le bâtiment où vous demeurez va être rasé. Parce que c'est un phénomène relativement bien documenté. Justement, l'ouvrage que j'ai fait avec Maître Brand et Jean-Pierre Lanois à Bruxelles, c'était de mettre en perspective les dysfonctionnements des côtés, mais également les dysfonctionnements sociaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France, on rase des bâtiments détériorés dans les copropriétés. Les bâtiments complets sont rasés, là. On est rendu là parce que la négligence d'agir a un prix. Et le prix, c'est quoi? C'est justement qu'un jour, on va raser des bâtiments. Est-ce que ça va nous arriver au Québec? Bien, la réponse est oui. C'est une certitude. Il y a des bâtiments en copropriété qu'on connaît aujourd'hui qui n'existeront plus dans 50 ans parce que les gens ont traité le bâtiment comme un bien de consommation. On l'a acheté il y a 2 ans, on va en acheter un autre. Peu importe dans quel état qu'il sera, on va, excusez-moi l'expression, se pousser de nos responsabilités en faisant le minimum, en faisant les travaux. Et puis, vous savez que l'État, c'est en passant, a sanctionné ce genre de façon de faire parce qu'à un moment donné, ces négligences d'entretien sur les bâtiments sont dangereux pour la santé humaine. Alors, la Régie du bâtiment a instauré, il y a près de, je pense, 12 ans, corrigez-moi, M. Sellier, ce qu'on appelle le chapitre bâtiment du Code de sécurité. C'est en 2013, mai 2013, si je ne m'abuse. Oui. Bon, 2013, donc il y a peut-être 8 ans, 9 ans. Bon. Pourquoi? Parce que les bâtiments ont tué au Québec. Souvenez-vous, sur la rue Peel, l'hôtel sur la rue Peel. Le Marriott Inn. Exactement, cette jeune femme qui déjeunait un week-end avec son mari, elle avait eu la malchance de s'installer sur la terrasse, puis un bloc de béton qui a chuté et qui l'a tué. Ils étaient dans une verrière, dans la zone verrière, et le bloc est tombé sur elle, devant son mari. Le bloc l'a littéralement écrasé. Imaginez le scénario. Deuxième cas, l'immeuble du Joie de Vie, malheureusement, il s'appelait de même sur la rue de Deguay, oui. Où un pauvre monsieur qui va chercher son auto au garage et la dalle de béton, oui. Casse le cou, il est mort. C'était un livreur qui venait livrer de la nourriture et il est mort d'asphyxie positionnée. Ben, c'est pas drôle, là, je ris pas de ça. Là.
Ouais. Parce que la dalle est tombée sur le toit, ça l'a écrasé, puis Ouais. positionnel. Troisième cas, l'école de légionose, les tours d'eau ont tué au Québec. Alors, évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais Magic a un discours alarmiste. Non, c'est pas un discours alarmiste, puis je passe d'autres éléments qui sont couverts par le chapitre de bâtiment. Donc, l'État force aujourd'hui certaines catégories de bâtiments à des inspections obligatoires, puis à mettre en place des zones de sécurité quand les fenêtres, les garde-fous tombent, parce qu'effectivement, ça arrive encore. Donc, tout ça repose sur une problématique de mauvaise construction parfois, mais surtout un déficit d'entretien chronique dans notre parc immobilier québécois. Ouais. Medjelka, une autre question, il y en a plein, vraiment, les questions affluent, c'est formidable. N'hésitez pas, on aime ça. J'espère bien comprendre la question. Jeune copropriété 2017, on amasse un fonds de prévoyance depuis ce temps, malheureusement sinistre en 2019. C'est donc dire que la toiture est refaite à neuf et certaines fenêtres aussi, etc. Comment peut-on définir le montant qu'on peut dégager pour, par exemple, payer les factures qui sont toujours en litige avec l'assureur? Est-ce qu'on comprend bien la question? Je pense que je devine, c'est-à-dire que ce que je crois comprendre, il y a un sinistre qui a affecté certaines composantes, puis on a dû réhabiliter le bâtiment. Bien, si on doit refaire une toiture suite à un feu, bon, on peut prendre l'argent de fonds de prévoyance, il n'y a aucun souci là-dessus, parce que c'est une composante qu'on remplace. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Medjelka, il y a un autre point intéressant là, dans toute l'histoire des travaux en copropriété, c'est que certains travaux sont décidés par le conseil d'administration, mais d'autres par l'Assemblée des copropriétaires. Pourriez-vous, dans les deux cas, nous donner des exemples de travaux dont l'approbation revient soit au CA, soit à l'Assemblée? Tout ce qui est travaux d'entretien, maintien d'actifs, ça relève du conseil d'administration. Donc, si on a à refaire, je ne sais pas, à changer des fenêtres, si on doit refaire le calfeutrage, tous ces travaux de base en maintien d'actifs, c'est le conseil d'administration. Par contre, il y a certains autres travaux qui, eux autres, relèvent de l'Assemblée générale des copropriétaires. On pourrait peut-être mettre en ligne, M. Céline, si vous voulez bien, l'article 1097 du Code civil du Québec. Ouais. On retrouve, d'ailleurs, en passant dans les articles du Code civil du Québec, que vous voyez au bas de chaque page, les dispositions du Code civil qui apparaissent. Le 1097, n'est-ce pas? Oui, exactement. On y arrive presque. Voilà, ici. Voilà. Je vais agrandir un peu l'image pour une lecture plus aisée. Voilà. Bon. Alors, 1097 prévoit que les travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties communes ainsi que la réparation du coût de ces travaux et la constitution d'une hypothèque mobilière pour les financiers relèvent de la compétence de l'Assemblée générale des copropriétaires et ça nécessite un vote à majorité renforcée. On parle d'un vote représentant 3/4 des voix des copropriétaires présents ou représentés. Donc, et d'ailleurs, si j'ai mis en bleu poudre ces dispositions-là, c'est que c'est des dispositions qui ont été modifiées par le projet de loi 16. Le projet de loi 16 est venu effectivement modifier ces dispositions. Donc, imaginons là, que vous décidez de refaire le hall d'entrée et vous voulez mettre des matériaux de plus haute qualité. Ben, le conseil d'administration n'aura pas l'autorité de les faire parce que ça comporte de l'amélioration, des zones d'amélioration, ou encore si on décide de transformer le terrain de badminton à l'intérieur de la côté pour en faire une bibliothèque, bien là, on va tomber dans les travaux de transformation. Donc, puis l'agrandissement, imaginons qu'on veut agrandir le bâtiment pour joindre plus de zones où les gens vont se reposer ou aménagement d'un jardin, ça peut être considéré comme des zones d'agrandissement. Donc, tous ces travaux-là vont nécessiter l'aval préalable de l'Assemblée générale des copropriétaires. Ouais. Medjelka, un autre point important, je crois, que les auditeurs devraient savoir, en fait, lorsqu'un copropriétaire désire engager faire des travaux dans son unité,
quel est le guide du copropriétaire modèle en pareille circonstance? La première chose, hein, c'est pas compliqué, on prend notre déclaration de propriété. C'est la première chose. Et on regarde si effectivement il y a des autorisations préalables. On a, si vous me permettez, M. Sillon, on pourrait peut-être aller sur le site Condo Légal parce que j'ai une fiche pratique qui a pas mal fait le tour. C'est dans la section travaux, fiche pratique sur les travaux du copropriétaire. Je peux le laisser, c'est travaux du copropriétaire en partie relative. Alors, justement, j'ai dans cette fiche pratique 2 sous-fiches, les travaux qui sont sans autorisation, les travaux nécessitant l'autorisation du conseil d'administration. Bon, donc, on a une petite caricature, on installe un luminaire, on met du papier peint, tous travaux qui n'auront pas de conséquences sur le bâtiment, par exemple sur la mécanique du bâtiment, parce que des fois, on pense changer une toilette de place, bien, ça peut avoir des conséquences, mais tout ce qui n'a aucune conséquence sur les parties communes, vous êtes légitimé de faire des travaux sans avoir d'autorisation. Bon. Allons maintenant aux travaux qui nécessitent l'autorisation préalable du conseil d'administration. Là, évidemment, c'est des travaux qui peuvent avoir des conséquences sur le bâtiment, mais également des conséquences sur les voisins. On pense notamment à des travaux comme exemple pose d'un revêtement de soldure sur le plancher, parce qu'effectivement, il y a souvent des autorisations préalables pour que le copropriétaire respecte des normes en matière acoustique. En fait, le conseil va être un peu le guide du copropriétaire sur les bonnes façons de faire. Donc, dans ce sens-là, la déclaration de propriété va nécessiter des approbations. Évidemment, dès que vous touchez à une salle de bain, ça nécessite des autorisations. Parce que le conseil d'administration, là, il ne veut pas gérer des dégâts d'eau. Puis on en a eu tellement comme ça. Des gens qui ont fait rentrer le beau-frère qui n'était pas vraiment plombier, qui font les travaux, et ça nous amène à des dégâts d'eau sur 3 étages. On ne veut pas ça. Surtout que si le beau-frère n'a pas d'assurance responsabilité. Oui, ben c'est ça. Le beau-frère qui est bien volontaire devrait peut-être bricoler chez lui, mais certainement pas dans une tour de condo. Ouais. Donc, on explique attentivement les circonstances où ça nécessite des autorisations du conseil d'administration. On va avoir également, si on retourne sur la fiche principale, les travaux nécessitant l'autorisation de l'Assemblée des copropriétaires. Ouais. Évidemment, il y a des travaux qui vont avoir un impact sur les parties communes. J'ai déjà vu dans une copropriété quelqu'un qui a acheté un appartement, copropriété de Outremont, bâtiment des années 40, puis il rentre là-dedans, il n'y a pas trop de murs ici. Hein? On étouffe dans ce logement-là. Alors, lui souhaite jeter par terre les cloisons. Alors, les cloisons qui séparent, par exemple, un salon d'une chambre à coucher, quand on regarde le plan cadastral, on découvre que c'est une partie commune. Pourquoi c'est une partie commune? Parce que le promoteur n'a justement pas voulu que les copropriétaires commencent, donc, qui peuvent avoir une conséquence sur la structure du bâtiment. Alors, à ce moment-là, bien que les travaux auront des conséquences sur les parties communes de la copropriété, il y aura nécessité d'avoir l'approbation générale et l'approbation de l'Assemblée générale qui va voter normalement avec une majorité renforcée de l'article 1097 du Code civil du Québec. Et lorsque, par exemple, il faut remplacer un tapis par un revêtement de soldure, l'importance d'insister sur l'aspect acoustique. L'installation doit répondre à des normes acoustiques. N'est-ce pas, M. Exactement, merci. C'est fondamental parce que, au-delà de ne pas avoir respecté notre déclaration de copropriété, vous risquez, si vous faites ce genre de travaux-là, d'avoir une armada d'avocats qui vont commencer à vous envoyer des lettres de mise en avant parce que souvent, quand on réduit la performance acoustique, ça a des conséquences chez les copropriétaires riverains.
qui eux autres vont vous en vouloir à mourir si vous n'avez pas, dans le fond, respecté les normes acoustiques. Ouais. Medjelka, question d'un auditeur. Si j'ai un dégât d'eau dans mon condo et que le dégât ne touche aucun autre appartement, est-ce que je peux réclamer à mon assureur sans impliquer l'assurance du syndicat des copropriétaires? La réponse est oui. La réponse est oui. Si vous êtes à l'origine d'un sinistre, bien évidemment, c'est toujours des conditions particulières à la police d'assurance, mais il y a un article très intéressant fait par le Bureau d'assurance Canada sur les couvertures des assurances des copropriétaires. Ma lecture récente était à l'effet que l'assureur à habitation du propriétaire va payer en responsabilité civile des dommages que le propriétaire va occasionner à son propre condo. Mais il faut M. Sellier, aller lire les conditions particulières de la police d'assurance et d'aller sur le site du Bureau d'assurance du Canada qui a fait un bon exposé sur cette question-là d'assurance copropriété. Parce que normalement, l'assurance du syndicat doit couvrir les parties privatives, n'est-ce pas, M. Delcan? Oui, absolument. Sauf que là, on est rendu aujourd'hui dans des situations avec des franchises de 100, 150 000, 200 000 $ de franchise. Alors, il y a bien souvent des sinistres qui ne sont pas pris en charge par l'assurance du syndicat en raison de cette condition particulière. Oui. Alors, un cas d'espèce, M. Delcan, vous m'avez raconté une histoire, pour ne pas dire un cauchemar, il y a quelques années, d'un copropriétaire qui a obtenu l'autorisation du conseil d'administration de réaliser une amélioration de sa partie privative, qui a empiété dans les parties communes, je le dis grosso modo, là, et étant donné que cette décision ne revenait pas au CA et que les travaux empiétaient dans les parties communes, ce qui n'avait aucun sens, les copropriétaires ont dû remettre l'appartement dans son état d'origine à leurs frais. Est-ce que je dis bien les choses ou j'en ai... Oui, absolument. Ben, si vous me permettez, M. Sinon, on pourrait peut-être fermer la fenêtre de condo légal pour retourner tout à fait. Dans des conditions plus conviviales. Et tout à fait, c'est l'affaire Bata. Quand on parle de l'affaire Bata, c'est une copropriété qui s'appelle le syndicat Northcrest, qui est la phase 6 et 7 du sanctuaire. Donc, le sanctuaire, c'est une copropriété de haute qualité située à proximité d'Outremont. Et Mme Bata avait acheté un appartement qui est desservi par un ascenseur. Et elle décide d'acheter le deuxième appartement, finalement, de jumeler les appartements. Évidemment, l'intérêt là-dedans pour Mme Bata, c'est d'avoir un appartement d'une grande dimension, mais le hall d'entrée, dans le fond, n'était rendu que pour elle. On n'était rendu que pour elle parce que l'ascenseur ouvre à ce niveau-là, les gens directement, ils se sont dit, ben, on devrait se servir de cet espace et s'en servir à nos fins. Alors donc, elle a fait défaire les portes, donc pour, dans le fond, jumeler l'ensemble de l'œuvre. Évidemment, le portique a été amalgamé à l'appartement. Alors, le syndicat a entrepris un recours contre Mme Bata et d'autres copropriétaires qui n'en avaient fait de même pour faire démanteler et remettre en état les lieux. Alors, dans un jugement rendu par la Cour supérieure, Mme Bata a été condamnée à remettre les lieux dans l'état. Elle avait quand même mis des sommes importantes, sauf que le syndicat, le président du conseil d'administration de l'époque, avait dit à Mme Bata que ça lui semblait de beaux travaux. Hein? On dit oui, Mme Bata, c'est des travaux qui nous semblent intéressants, mais compte tenu qu'il n'avait pas suivi le formalisme prévu à l'article 1097 à l'Assemblée, ben, le juge a dit, écoutez, conseil d'administration un peu négligent, donc ordonne à Mme Bata de remettre en état les lieux, mais le syndicat a été condamné, de mon souvenir, je pense à 60 000 $, c'est-à-dire le coût des travaux, l'argent que Mme Bata avait mis. Il y avait d'autres copropriétaires qui avaient un peu fait la même chose que Mme Bata, mais sans avoir été voir le conseil d'administration. Et dans ce cas-là, ils ont été obligés de démanteler leurs travaux. Ils n'ont eu aucune compensation. Donc, il faut juste faire attention que lorsqu'on fait des travaux dans les parties communes, si on veut les mettre de façon
conforme, légal, bien, évidemment, il va falloir suivre les prescriptions de l'article 1097 et obtenir l'autorisation préalable en amont de l'Assemblée générale. M. Leclerc, une autre question d'une auditrice. Est-ce que le remplacement préventif d'une terrasse qui a 24 ans et dont la durée de vie est de 25 à 30 ans, on parle d'une membrane, par exemple, j'imagine, c'est peut-être de ça dont on parle, doit d'abord être approuvé par l'Assemblée des propriétaires, aussi sachant qu'une autre terrasse du même immeuble a causé une infiltration d'eau après 23 ans? Est-ce que c'est... Ouais. On parle Célie, de deux choses. Souvent, sur les toits, on va donner l'opportunité à des copropriétaires d'en avoir la jouissance et on va faire donc des aménagements conséquents. C'est-à-dire qu'au-dessus de la toiture, on va installer des pontons de bois pour pouvoir aménager une terrasse sur la toiture. Et on va créer une partie commune. Un usage restreint, c'est ça. Voilà. Bien souvent, parce que chaque déclaration de propriété a ses spécificités, bien souvent, les déclarations de propriété vont prévoir spécifiquement que cette partie commune à usage restreint devra être entretenue par le propriétaire, mais également que le coût de remplacement de cette terrasse sera à la charge du propriétaire qui en a de la jouissance. Parce qu'en fait, ça ne sert à personne d'autre que le copropriétaire. Donc, il faut voir les modalités. Alors, évidemment, si on a à faire des travaux, il faudra voir si on peut imputer la dépense au propriétaire concerné et lui revendiquer les sommes si la déclaration le prévoit. Donc, vous avez intérêt à vérifier ce qu'il en est dans votre déclaration de copropriété. Et il reste quand même que c'est toujours le conseil d'administration qui juge de l'à-propos des travaux. Ouais, voilà. Et non pas les copropriétaires. Ça, c'est important de retenir ça, même si les gens s'imaginent parfois être propriétaires d'une partie commune d'usage restreint, comme c'était une extension de leur appartement. Oui, c'est ça. Les administrateurs doivent prendre des décisions responsables et réfléchies et faire ce que doit, au fond. Hein? Ah, absolument. C'est clair. M. Leclerc, dans votre carrière, là, vous êtes avocat depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous avez souvent vu des syndicats incapables de faire réaliser leurs travaux parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent dans leur fonds de prévoyance? Et quelles en sont les conséquences? L'autre question, M. Célie, l'autre question, est-ce que j'en ai vu souvent? Trop souvent. Trop souvent, oui. Trop souvent. Et puis, c'est un peu triste parce qu'on est en train de démolir des bâtiments par faute d'entretien ou souvent par des travaux qui n'ont pas la portée qu'ils devraient avoir. Donc, on en voit. Puis actuellement, vous savez, je ne sais pas si vous savez quelle est la plus lourde conséquence. La plus lourde conséquence de ne pas faire les travaux? C'est de ne plus avoir d'assureur. De ne plus avoir d'assureur, effectivement. De ne plus avoir d'assureur. Ouais. Il faut comprendre que la journée où l'assureur, puis vous savez, il faut juste se remettre en perspective. Là. Je le répète, ça fait je ne sais pas combien de fois je le dis. Au Québec, il y a 10 ans, nous avions 11 assureurs pour des immeubles de taille moyenne. Aujourd'hui, il en reste 6. Ouais. Puis dans ces 6-là, il y en a qui sont à pleine capacité. Lorsqu'on arrive en décembre, là, ils ont moins de capacité de prendre des risques. Il ne faut pas se le cacher. C'est une des problématiques. En fin d'année, là, ils ont épuisé leur capacité. Alors, imaginez une copropriété. On ne fait pas les travaux impactés par la sinistralité. Mais l'assureur, c'est simple. Je vous assure plus. Puis le défaut d'avoir une couverture d'assurance qui est très, très lourd, dans un premier temps, si vous avez une hypothèque à la banque, techniquement parlant, le prêteur pourrait rappeler son prêt. Ouais. Parce que la police d'assurance du syndicat, c'est la police d'assurance qui fait foi et qui protège la garantie hypothécaire du prêteur. Première affaire. Deuxième affaire, pas de condo. Là. Oubliez ça, vous ne le vendrez plus. Ouais. J'en ai des cas même ce soir. Vous n'en vendrez, vous ne serez plus capable de le vendre. Donc, la valeur de votre copropriété vient de chuter de façon drastique. C'est ça qui attend les copropriétés québécoises qui ne feront pas les travaux. Je m'évertue à dire il n'y a pas d'économie à faire en matière de travaux. Puis en matière de travaux, il faut les planifier en amont. Il faut être accompagné d'experts reconnus, des architectes de qualité, des ingénieurs de qualité, pour que ce que vous allez planifier comme travaux, ça dure dans le temps,
qu'on ne gaspille pas l'argent de nos copropriétaires. Oui. Et là, M. Leclerc, là, je crois qu'il est important également de dire que ce n'est pas un discours alarmiste et ce ne sont pas des cas d'exception. Certaines personnes ont tendance à dire, ben oui, on sait bien, vous grossissez tout, vous exagérez tout, c'est une minorité de cas. Non, ce n'est pas une minorité de cas, c'est plusieurs cas, plus que bien des gens pourraient l'imaginer. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que cette gravité est croissante et éventuellement va atteindre un niveau de fatalité. Là. On n'est plus dans le spectaculaire ni dans l'alarmisme, n'est-ce pas? Non, puis à un moment donné, ça devient toujours une question économique. Hein? Ça devient une question économique parce que dans un premier temps, on a bien souvent un fonds de croyance insuffisant. On va commencer juste là. Je lance l'idée, on a pour 250 000 $ de travaux à faire, vous êtes 12 unités. Du calcul rapide, 20 000 $ chacun. Alors, une fois dans votre assemblée courrière, en disant, écoutez, on a reçu un avis de l'assureur, si les travaux ne sont pas faits, ils ne renouvellent pas. Grosse affaire. Parce que tant que l'assureur ne dit pas qu'il ne renouvelle pas, ben tu peux te reporter à demain, puis après-demain, puis au surlendemain, puis enfin pour l'éternité. Lorsque les gens se font dire, l'assureur ne renouvellera pas, mais en plus, il vient de tripler la prime, puis la franchise est rendue à 100 000 $. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un sinistre en bas de 100 000, c'est les gens qui payent. Là, les gens se disent, ça peut être plus payant de faire des travaux pour entretenir notre actif. Alors, on arrive, je reviens à mon assemblée courrière, on est dans une situation où on n'est pas trop de fonds de croyance. Et là, on se dit, où va-t-on trouver l'argent? Bon, certes, il y a des banques qui le font sur des prêts conventionnels. Il y a quand même des frais d'analyse importants. Mais il y a des sociétés, on en a une là, qui annonce d'ailleurs sur le site conjugal. Moi, je ne suis pas un banquier. RPK, c'est une société qui fait ce que j'appellerais le bridge financier. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas se trouver de financement, vont aller voir des prêteurs de cette catégorie-là qui vont prendre un arrangement avec le syndicat pour aider les courtiers momentanément à emprunter de l'argent pour payer la cotisation spéciale. Bon. Alors, c'est sûr que les taux d'intérêt vont être plus élevés, mais c'est des prêts qui sont remboursables en tout temps. J'ai des dossiers de plus en plus avec ce type de prêteurs-là qui vont parfois permettre aux propriétaires de payer la cotisation spéciale, permettre de remettre en état le bâtiment et leur permettre de revendre l'unité et rembourser à ce moment-là le prêt. Alors, ce n'est pas des prêts usuraires, mais ça reste quand même des prêts à un taux plus élevé. Oui. Et M. Leclerc, il y a aussi, pour donner suite à ce que vous dites, il y a aussi des assureurs, j'ai déjà entendu dire que des assureurs préviennent un syndicat que tant que l'immeuble ne sera pas conforme en termes d'étanchéité ou de travaux, preuve à l'appui, ils n'assureront plus. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce que c'est une invention, là, ce que je raconte? Pas du tout. 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 Il faut que notre auditoire comprenne ce soir que la copropriété est rendue sur une glace très, 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 très mince. Ceux qui ne planifieront pas leurs travaux, ceux qui n'exécuteront pas leurs travaux, ceux qui n'auront pas le courage de faire des études de croyance et de mettre de l'argent de façon conséquente, risquent d'avoir des désagréments substantiels. Oui, et on ne voudrait pas encourager les gens à déménager, à quitter la copropriété, mais c'est un phénomène qui est connu. De plus en plus de copropriétaires se débarrassent, se vendent leur appartement, puis ils se disent, après moi le déluge, moi la copropriété, je ne veux plus rien savoir. Oui, mais ça commence à les rattraper. Ça commence à les rattraper parce que lorsqu'on vend avec garantie légale. Ouais. Et si l'acheteur s'aperçoit qu'il s'est fait, dans le fond, rouler son vendeur, il commence à y avoir des recours. Donc, les copropriétaires qui, au bout d'un an, se font demander une cotisation spéciale de 25 000 $ peuvent revenir contre le copropriétaire vendeur et demander le remboursement de cette cotisation spéciale parce que ce n'était pas prévu, là, c'est ça? Bien, c'est sûr que si le consentement de l'acheteur était vicié, il y aura un recours de la part de l'acheteur contre ce vendeur, mais là, ça devient une question de fin détail. Avons-nous ou pas eu l'information complète dans le processus d'achat?
C'est ça qui fait la différence. Ouais. La dernière question, M. Leclerc, puis après, je vous laisse aller parce que je sais que vous avez un dossier brûlant à gérer. Oui, oui. Le vice caché peut vous suivre toute votre vie. Vous vendez votre condo, puis 15 ans plus tard, il y a un vice caché qui se manifeste. L'acheteur peut revenir contre vous. En matière de vice caché, on a des vices cachés de 20-25 ans puis qui ont été découverts plus tard. Suite parfois à un sinistre, effectivement, le droit de recours de l'acheteur existe toujours, effectivement, même après une longue période de temps comme celle-là. Ouais. M. Leclerc, merci infiniment. Un plaisir. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Puis merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée. À bientôt. Au revoir. Merci.